Bonjour André Chassaigne, vous êtes député PCF du Puy-de-Dôme et président du groupe de la gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée nationale. Nous sommes aujourd'hui dans votre bureau à l'Assemblée nationale et aujourd'hui vous allez défendre une motion de censure contre le gouvernement suite à l'utilisation du 49.3. Alors pour commencer, le 49.3, ça impose un projet de loi sans vote et là ça se passe sur les retraites. Est-ce que vous avez déjà vu, dans votre expérience de parlementaire ou de militant d'ailleurs, une loi aussi antisociale adoptée de façon aussi antidémocratique ? Je commencerai par la dimension antidémocratique de l'adoption de ce projet de loi. Parce que ce 49.3 qui a été créé dans la Ve République, ses créateurs ont toujours dit que le 49.3, qui avait un risque de dérive et qui ne devait être utilisé que dans des cas exceptionnels. Tous les cas de mise en œuvre du 49.3, c'est dans le cadre de majorités qui étaient des majorités fragilisées. C'est-à-dire un gouvernement qui avait une majorité fracturée, voire qui n'était pas assuré de sa majorité, c'était le cas notamment de Michel Rocard. Tous les gouvernements appliquaient le 49.3 pour faire passer un projet de loi qui était menacé par le vote de l'Assemblée. C'est donc par nature, bien évidemment, un acte très antidémocratique. Mais là, c'est encore pire. Ça a une autre dimension. Parce que le 49.3 aujourd'hui, il a actionné, non pas parce que la majorité introuvable est fractionnée, non pas parce qu'il y a un risque que le projet de loi ne soit pas voté, mais il a actionné parce qu'on veut bloquer, le gouvernement veut bloquer le débat démocratique. Et il a été sorti au moment où, justement, on arrivait vers les articles sur lesquels nous allions poser de multiples questions. Je pourrais citer la valeur du point, la garantie de ce que représentera le point. Je pourrais citer quel sera l'âge d'équilibre, quelle sera son évolution. Je pourrais citer quel sera le revenu, au final, d'un retraité par rapport au revenu qu'il avait durant sa période de travailler. Je pourrais citer les femmes qui vont être victimes. Je pourrais citer ceux qui n'ont pas de carrière régulière. Je pourrais citer les retraités agricoles d'aujourd'hui qui ne seront pas mis à niveau. Donc, au moment où ces questions de fond, ces questions fondamentales qui sont posées par les citoyens, qui sont posées par les organisations syndicales, qui sont posées par le Conseil d'État, au moment où arrivaient ces questions-là, le Premier ministre dégaine le 49.3. C'est-à-dire qu'on a là un acte qui est absolument exceptionnel et qui est un véritable déni de démocratie. Et il l'habille en disant c'est la démocratie parlementaire qui est menacée, c'est de l'obstruction, c'est le blocage. Mais quel culot! Mais quel culot! Alors que toutes les questions que nous avons posées, tous les amendements que nous avons défendus, c'était justement pour aller au fond du texte. C'est justement parce que le règlement de l'Assemblée nous permet de déposer des amendements. Et encore, ce règlement, il a été changé. On ne peut défendre qu'un seul amendement si on le dépose 16 fois, une fois par député de notre groupe. Eh bien, malgré cela, malgré les réductions récentes du temps de parole des députés, malgré l'évolution restrictive dans le domaine de la démocratie et du règlement de l'Assemblée, on nous dit, eh bien, vous en faites trop. Vous parlez trop. Vous bloquez le débat. Vous posez trop de questions. On ne peut pas aller au fond des choses. Je trouve cet argument-là qui est repris par les chaînes télévisées, qui est repris par les radios, qui fait partie de l'élément de langage que les députés En Marche reçoivent tous les matins. Ces arguments-là sont absolument inacceptables. Et je dirais, je le dis fermement, ils sont scandaleux. On veut en quelque sorte écraser la démocratie parlementaire. Est-ce que ce 49.3 vient parachever la méthode du gouvernement depuis le début de son projet de réforme des retraites, puisqu'il n'a pas écouté les syndicats, il n'a pas écouté les manifestants, il n'a pas écouté les Français qui sont majoritairement contre cette réforme des retraites, contre le 49.3 et même pour un référendum. Vous aviez défendu d'ailleurs vous déposé une motion référendaire. Est-ce que ça vient parachever une méthode antidémocratique avec, aujourd'hui, ne veut même pas entendre les députés de l'opposition ? Bien sûr, parce que je crois que là, on a un exercice d'école. Je crois que dans quelques années, quand on pourra prendre l'exemple
d'un projet de loi qui arrive mal ficelé, avec un amateurisme qui est peut-être fin d'ailleurs, et qu'on voit comment il a été mis en œuvre au niveau de l'Assemblée nationale, notamment. Il y a eu d'abord, bien sûr, le rejet du mouvement social. On se ferme les yeux, on fait semblant d'écouter les organisations syndicales, on fait ce qu'on veut, on lit les conclusions du Conseil d'État, on n'en tient pas compte, on sort une étude d'impact qui est complètement faussée, et après, quand ça arrive à l'Assemblée nationale, on commence tout simplement par mettre en place une commission spéciale, et la commission spéciale ne peut même pas finir ses travaux, et on arrête les travaux de la commission spéciale, ce qui s'est jamais vu, pour ensuite faire venir en discussion dans l'hémicycle le texte initial, sans tenir compte de tout le travail qui a pu être fait par les députés pendant 10 jours au sein de cette commission spéciale. Ensuite, quand ça arrive en séance, on s'efforce de jeter à la poubelle des milliers d'amendements. Donc d'une part, des milliers d'amendements qui ont été considérés comme irrecevables, mais aussi des amendements qui étaient complètement recevables et qu'on a essayé d'écarter du débat, ce qui a bloqué en définitive la discussion pratiquement pendant 2 jours, où nous, puisque c'était nous, les députés communistes qui étions visés, on s'est battus pendant 2 jours avec des suspensions de séance, avec des rappels au règlement, pour faire en sorte que nos amendements qui étaient jetés à la poubelle puissent venir en débat. Nous avons gagné là-dessus, ce qui est la preuve que le comportement du président de l'Assemblée était anticonstitutionnel, puisque nous avons gagné sur ce point-là. Ensuite, il y a eu le grand jeu. C'est-à-dire je les appelle les mercenaires d'En Marche, accompagnés par les supplétifs du MoDem, ont sorti le grand théâtre. Or, le grand théâtre, c'est chaque fois qu'on pouvait poser des questions, on bloquait la démocratie. D'ailleurs, c'était très marrant parce qu'en fonction de ce que envisageait de faire le président de la République, ils avaient le matin leurs éléments de langage qu'ils répètent comme des cacatoès, et ces éléments de langage, ils changeaient d'un jour ou l'autre. C'est-à-dire le jour où peut-être qu'on envisageait de ne pas faire venir le 49.3, c'était relativement tranquille. Le jour où le matin, ils avaient reçu les ordres qu'il fallait taper sur l'opposition en disant que l'opposition était des blocages, d'un seul coup, il y avait des interventions qui n'en finissaient pas, mais qui surtout avaient pour but d'occulter les vraies réponses qu'on exigeait par rapport à nos questions, où on noyait en quelque sorte le poisson avec des cris d'orfraie en disant que l'opposition bloquait le débat démocratique. Et donc on a assisté pendant plusieurs jours à ce grand jeu, à ce grand théâtre, jusqu'au moment où le Premier ministre, à la suite d'un conseil des ministres qui avait pour un autre objectif, l'objectif sanitaire, est venu, et avec des airs de donneur de leçons de morale républicaine, nous a dit que nous étions responsables, nous a dit que nous avions bloqué le fonctionnement démocratique de l'Assemblée, nous a accusés d'être antidémocratiques, et a sorti le 49.3. Et là, m'est venue cette image, cette expression, qui est une expression de ma petite province d'Auvergne, avec sa mauvaise foi. Il avait la queue du renard qui lui sortait de la gueule et il disait qu'il n'avait pas bouffé. C'est-à-dire que tout ce comportement antidémocratique, ce qui dure depuis des mois maintenant, il le faisait supporter à l'opposition parce que tout simplement l'opposition faisait son boulot. Le gouvernement sort le 49.3 sur un texte qui est composé de 29 ordonnances. Une ordonnance, en fait, ça revient à laisser le gouvernement faire le travail législatif qui doit revenir normalement aux députés. Est-ce que vous avez déjà vu ça, vous, un 49.3 qui sort sur un texte où il y a 29 ordonnances et où les députés ont déposé, vous avez été accusé d'obstruction avec plus de 40 000 amendements, mais c'était pour connaître, vous dites, le fond de la loi. Mais votre question est insuffisante. Parce que non seulement il y a les 29 ordonnances qui sont prévues depuis le début, non seulement il y a ça, mais en plus, il y a l'intégration dans le projet des lois d'amendements qui n'ont même pas été discutés. C'est-à-dire, non seulement on bloque le débat parlementaire, mais en plus de ça, dans ce projet de loi, on fait des piqûres, ça c'est la dimension sanitaire peut-être, on fait des piqûres pour injecter des amendements
qui n'auront même pas été discutés et qu'on pioche comme ça. On va nous dire, on en a pris un qui a été présenté par les députés communistes qui concerne les égoutiers. On va sans doute dire la même chose pour d'autres amendements de l'opposition, quelques-uns, combien je ne sais pas. On donne la pitance en disant, voyez, on est des grands démocrates, nous. Mais ces amendements-là, la plupart des amendements qui vont être injectés dans le projet de loi n'auront pas été discutés. C'est pas ça la démocratie. Or, dans ce cas-là, autant dissoudre. Brecht disait que si on n'est pas satisfait du peuple, il faut dissoudre le peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, Philippe va dire, on n'est pas satisfait de l'Assemblée, il faut dissoudre l'Assemblée? Il y a un véritable problème démocratique qui se pose par les ordonnances et par la mise en œuvre de ce 49.3. Et ce qui est connexe à ce 49.3, c'est intégrer des amendements qui n'ont même pas été discutés. Au final, ce texte n'aura jamais été voté, ni en commission spéciale, ni par l'hémicycle. Non, il n'aura jamais été voté, et le Premier ministre et ses mercenaires ont le culot de donner des leçons de démocratie. Ils essaient de renverser l'opinion publique, je ne pense pas qu'ils vont y arriver. Et ils essaient même d'apparaître comme ceux qui portent la semence d'un pacte social nouveau avec leur loi sur les retraites. Tout ça, il y a de l'habillage, il y a des grands envolées lyriques, on se croirait dans une épopée napoléonienne, pratiquement. Mais la réalité, c'est qu'ils ne récupèrent pas la semence de ces grandes lois qui sont issues du Conseil national de la résistance. Ils se contentent de marcher sur les débris. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ils disent qu'ils portent la flamme, avec un culot monstre, la flamme d'Ambroise Croizat. En fait, ils ne portent pas la flamme d'Ambroise Croizat. Ils se contentent de récupérer des cendres. Et c'est ce message-là qu'il faut faire passer. Parce qu'on a affaire à un pouvoir qui non seulement est antidémocratique, mais habille leur déni de démocratie en accusant les autres d'être responsables de leur comportement. Et ça, c'est absolument inacceptable. On va leur mener une bourre jusqu'au bout. On le fera cet après-midi, pendant la discussion sur les motions de censure. Je ne doute pas que nos sénateurs qui sont prêts et vont combattre pied à pied ce projet de loi. Et puis, le mouvement social n'est pas éteint. J'ai la certitude que ce mouvement social, au contraire, il va reprendre de la force avec le comportement inacceptable de ce gouvernement. Donc les sénateurs vont prendre le relais. Il y a aussi pour les députés la loi organique, puisqu'il y a deux textes dans cette réforme des retraites, une loi ordinaire et une loi organique. La loi organique va arriver dans les jours qui viennent. Le gouvernement ne peut pas utiliser le 49.3 parce que c'est une loi organique qui relève de la Constitution et parce qu'il l'a déjà utilisé une fois pendant la session. Et est-ce que vous allez combattre aussi cette loi organique et chercher à montrer ses dangers ? Bien sûr qu'on va combattre la loi organique. Bien sûr qu'il ne faut pas baisser la garde. Pour d'ailleurs une raison, c'est que la loi organique, au niveau de ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, est supérieure à la loi ordinaire. La loi organique, pour faire simple, en quelque sorte, elle inscrit dans la loi ce qui pourrait relever de la Constitution. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on inscrive dans le marbre, en quelque sorte, sans que ce soit dans la Constitution, les éléments les plus importants. Et en particulier, il y en a deux, sur les deux premiers articles. En particulier, sur la règle d'or, qui consiste à dire qu'on ne bouge pas, on ne tient pas compte, par exemple, des aléas économiques. On a cette règle d'or qui fera qu'au final, les retraites seront fragilisées, seront inférieures à ce qu'elles sont aujourd'hui, et qu'il n'y aura aucun moyen d'action pour pouvoir jouer sur le niveau des retraites. Et ça, c'est donc le caractère extrêmement important de cette loi organique, et qu'on mesure peut-être pas insuffisamment. Et le deuxième point, c'est faire en sorte que l'on déshabille tout ce qui était avant l'intervention des partenaires sociaux, comme on dit, des organisations syndicales dans le cas de gestion paritaire, c'est notamment l'intégration dans le projet de loi de finances de régimes qui étaient des régimes spéciaux, qui portent aussi un coût extrêmement grave à notre organisation aujourd'hui de la retraite. Donc effectivement, la loi organique qui arrive en discussion demain après-midi n'est pas à sous-estimer. Effectivement, les députés de notre groupe vont déposer des amendements. Nous en avons à peu près 600. Sur cette loi organique, nous battrons sur cette loi organique comme nous l'avons fait sur la loi ordinaire, parce qu'elle est importante, elle va inscrire dans le marbre ces évolutions extrêmement régressives. Pendant la discussion sur la loi ordinaire, avant que le 49.3 ne soit dégainé, les députés communistes ont réussi à imposer dans le débat l'examen d'une autre réforme des retraites, une proposition de loi écrite, rédigée par les députés communistes. L'objectif, c'était de montrer qu'une autre réforme est possible et que c'est possible de financer, par exemple, la retraite à 60 ans.
Bien sûr, on a déposé cette proposition de loi que nous avions depuis plusieurs semaines d'ailleurs, pour qu'elle puisse être l'objet d'une intervention durant le débat sur le retraite, en leur faisant la démonstration qu'une autre évolution des retraites, du système des retraites est possible. Et que leur soi-disant système universel qui doit s'appuyer sur l'équité est un système fallacieux qui en fait, au final, allait servir les retraites privées, la financiarisation du système de retraite, et que nous, on estimait qu'on pouvait améliorer le système actuel, C'est pour ça que nous avions demandé la mise en place d'une commission spéciale, en disant, vous avez votre loi régressive, qui a été étudiée pendant 10 jours par une commission spéciale. Nous souhaitons que notre loi, notre projet de loi, soit aussi étudié dans une commission spéciale. Bien évidemment, ils ont refusé, parce qu'ils se refusent à toute solution, toute proposition alternative. Pour vous, quels sont les plus grands dangers de la réforme des retraites telle qu'elle est en train d'être adoptée en force, par le gouvernement? C'est sur le montant des pensions et c'est sur l'âge de départ? Je dirais que, d'abord, globalement, c'est ce que j'appellerais, avec une image, une mèche lente sur un bâton de dynamite. C'est-à-dire, on ne mesure pas forcément aujourd'hui ce que ça va représenter. Je crois qu'il y aura un abaissement général, quasi général du montant des retraites. Il y aura surtout l'incertitude. C'est tout le contraire de ce que portait Ambroise Croizat quand il parlait de sécurité sociale pour qu'il n'y ait pas l'angoisse du lendemain. Là, ce projet de loi sur la retraite, c'est l'insécurité sociale et c'est l'angoisse du lendemain. Et ça portera sur l'âge de départ, gravissime. On ne sait pas ce qu'il y aura par rapport à la prise en compte de la pénibilité. Ça portera sur le niveau de la retraite. Ça portera sur la différence qu'il y aura entre le salaire pendant l'activité professionnelle et le montant de la retraite. C'est véritablement, là aussi, allez, je vous sors une deuxième expression auvergnate. On nous fait acheter un âne dans un sac. Mais dans le sac, il y a de multiples dangers. Et en tout cas, si je devais définir, c'est la régression sociale. Aujourd'hui, 2 motions de censure vont être examinées dans l'hémicycle. Une déposée par les députés de gauche communistes, insoumis et socialistes, une par les députés Les Républicains. Quel est l'objectif de votre motion? C'est de pousser Qu'est-ce que vous dites en fait aux députés de La République En Marche? Parce qu'il faut leur vote pour que cette motion soit adoptée. Je dis aux députés En Marche, d'abord, dans mon intervention, que j'ai travaillé de très bonne heure ce matin, dans mon intervention, que j'ai ici d'ailleurs, je démonte ce qui s'est passé, ce que je viens de vous expliquer, le déroulement, l'absence de démocratie, le déni de démocratie. Et ensuite, effectivement, je termine par un appel solennel aux députés d'En Marche. Et je leur dis, en conclusion, chers collègues de la majorité, je voudrais m'adresser plus particulièrement à celles et ceux parmi vous qui vivent dans l'oubli de leur métamorphose, qui vivent dans l'oubli de leurs engagements passés, qui vivent dans l'oubli de combats que nous avons pu partager avec eux. Et je lance un appel solennel à ce qu'ils se libèrent et qu'ils votent en conscience et qu'ils votent nos motions de censure. Pour terminer, est-ce qu'aujourd'hui il y a un gros problème de démocratie dans le pays, au sens où les législatives sont complètement phagocytées par la présidentielle? On voit que tout le pays est majoritairement contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron est minoritaire dans le pays et le seul endroit où il y a une majorité, c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, qui est censée représenter le peuple, ne le représente pas, il fait l'inverse de ce que demande le peuple. Et que faudrait-il faire pour remédier à ça? Est-ce qu'il y a un grand danger avec ce problème? Ça fait des décennies que le Parti communiste français exprime son opposition à cette Ve République, qui de plus a mal évolué, puisque le fait de mettre des élections législatives après les élections présidentielles, c'est encore aggravé le pouvoir présidentiel et davantage menacé la séparation des pouvoirs. Nous, ce que nous disons, il faut un changement de constitution. Il faut qu'on sorte de ce système-là. Parce qu'il est à bout de course. Et on voit bien que sa perversité aujourd'hui est exploitée comme jamais. Et que je dirais même, et on les a combattus,
les fondateurs de cette Ve République, je pense qu'ils ouvriraient de grands yeux si aujourd'hui ils voyaient comment cette Constitution est instrumentalisée et aboutit en fait à écraser la démocratie dans notre pays. Merci beaucoup, monsieur André Chassaigne. Nous étions en direct pour le Journal de l'Humanité. On va faire plusieurs directs aujourd'hui suite à cette journée où 2 motions de censure vont être examinées à l'Assemblée nationale suite au dépôt du 49.3 sur la réforme des retraites par le Premier ministre Édouard Philippe. Merci, c'est moi qui vous remercie.